Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 114e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui pour faire la synthèse du livre de Joe Dominguez et Vicki Robin qui a été écrit en 1997 qui s'intitule « Votre vie ou votre argent ». Je rappelle d'abord que le prix pour s'abonner aux épisodes spéciaux du podcast et recevoir mes outils augmente aujourd'hui à 4,99$ par mois au lieu de 3,99$. Donc j'espère que vous avez eu le temps de vous abonner avant aujourd'hui. Je vous rappelle aussi qu'il y a une nouvelle formule qui commence à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais juste résumer maintenant 2 livres par mois au lieu de 4 à 5. Donc, le reste, ça va être des études de cas qui vont être issues de mes accompagnements. Donc, je pense qu'on peut tous apprendre des personnes que j'ai accompagnées, leurs problématiques, les solutions qui ont été déterminées ensemble, ainsi de suite. Aussi, des idées contradictoires. Donc, je vais essayer d'aborder des podcasts ou des textes que j'ai lus sur des fausses croyances ou des choses que je fais différemment peut-être de la majorité ou au contraire des idées que j'ai en tête. Par exemple, les FNB indiciels, c'est la meilleure stratégie. Je vais essayer d'aller chercher des idées contradictoires à ce que je pense présentement pour voir est-ce que je change mon fusil d'épaule ou juste vous présenter l'autre côté de la médaille. Il va également avoir des épisodes sur les questions des auditeurs et toujours des bilans, des suivis de mon actif net ou des stratégies expérimentées. Donc, il va y avoir plus de variété. Ça ne sera plus juste des livres avec des bilans. Je vais avoir d'autres types d'épisodes. J'essaye ça. Si vous appréciez, me l'écrire. Si vous n'appréciez pas, me l'écrire aussi. L'objectif, comme j'en ai déjà parlé, c'est de me donner un petit peu de temps aussi. Donc là, au début, je lisais 3 livres par semaine, mais là, je suis rendu à peut-être 1 ou 2 par mois. Donc, c'est plus réaliste pour moi. Ça prend beaucoup moins de temps aussi. Préparer des épisodes où je réponds à des questions ou que je partage mon opinion sur un texte plutôt que de lire un livre, de faire la synthèse et de vous le synthétiser par la suite. Donc, c'est vraiment une question de variété, donc de changer le mal de place un petit peu sur le podcast aussi après 2 ans et plus là, de synthèse de livres, mais aussi de mon côté d'avoir un rythme de vie plus sain par rapport au podcast. Donc, le livre d'aujourd'hui il est vraiment intéressant puis il ne repose pas sur la théorie sur des bonnes idées ou sur une nouvelle philosophie. Là. C'est le résultat de 50 années d'expérience combinée, donc 30 années pour Joe Dominguez puis 20 années pour Vicki Robin, qui ont mis en pratique des principes qui vous présentent dans le livre. Le livre « Votre argent, votre vie » regorge d'exemples, d'histoires, d'expériences de plusieurs personnes qui ont suivi le programme proposé par les auteurs là, qui est en 9 étapes pour leur parcours vers l'indépendance financière. Donc, en introduction du livre, les auteurs nous invitent à nous poser les questions suivantes. Avez-vous suffisamment d'argent? Passez-vous suffisamment de temps avec votre famille et vos amis? Rentrez-vous chez vous après le travail plein d'énergie? Avez-vous le temps de participer à des activités que vous estimez importantes? Si vous étiez congédié de votre travail, est-ce que vous le verriez comme une opportunité? Êtes-vous satisfait de la contribution que vous avez apportée au monde? Êtes-vous en paix avec l'argent? Votre travail reflète-t-il vos valeurs? Avez-vous suffisamment d'économies pour subvenir à vos besoins pendant 6 mois de dépenses de vie normale? Votre vie est-elle complète selon vous? Et toutes les pièces, travail, dépenses, relations, valeurs, est-ce qu'elles s'emboîtent bien dans votre vie? Les auteurs disent que si vous avez répondu non à ne serait-ce qu'une de ces questions-là, ils disent de lire leur livre parce que ça va vous aider à répondre oui peut-être à davantage de ces questions-là. Donc le but du livre, là, c'est de transformer vraiment votre relation avec l'argent. Et ça va plus loin que simplement vos gains, vos revenus, vos dépenses, vos dettes, votre épargne. Ça inclut le temps que ces fonctions-là vont prendre dans votre vie. Ils disent aussi que votre relation avec l'argent va se refléter dans le sentiment de satisfaction et d'épanouissement là, que vous pouvez tirer de vos relations avec votre famille, votre communauté, mais également vos amis et tout ça, là, vos collègues. Une fois que vous allez avoir changé votre relation avec l'argent en suivant les 9 étapes qui sont suggérées dans le livre, bien votre relation, justement, l'argent va être transformé. Vous allez atteindre, selon les auteurs, un nouveau niveau de confort puis de conscience, là, surtout, autour de l'argent.
C'est un livre que j'avais jamais entendu parler puis qui m'a vraiment surpris par sa très grande pertinence et son utilité qui, selon moi, sont très concrètes. Donc, on commence avec le premier élément de synthèse. Le premier élément de synthèse, c'est votre roadmap financière, donc votre carte de route financière. Donc, comment changer cette feuille de route-là, votre roadmap, ça nécessite de penser d'une nouvelle manière. Une des clés, selon les auteurs, pour créer votre nouvelle feuille de route, c'est ce que j'ai traduit comme la pensée financièrement indépendante là, ou Financial Independence Thinking dans le livre, jusqu'à ce que vous puissiez remettre en question délibérément et de manière vraiment désintéressée votre propre feuille de route intérieure, bien, vous allez être coincé dans des impasses financières classiques que les auteurs présentent comme dépenser plus d'argent que vous gagnez, acheter haut et vendre bas sur le marché boursier, ne pas aimer votre travail mais ne pas avoir de solution de secours, avoir besoin de 2 chèques de paye pour joindre les 2 bouts et être tellement confus par l'argent que vous allez laisser les experts se nourrir de votre ignorance. Donc, explorez les concepts suivants que je vais vous présenter. Selon les auteurs, ça va transformer votre relation à l'argent et ça va vous mener à l'indépendance financière. Donc, ils parlent d'intelligence financière, d'intégrité financière et même d'indépendance financière. Donc, le premier, c'est l'intelligence financière. Donc, pour acquérir une certaine intelligence financière, les auteurs disent qu'on doit d'abord savoir combien d'argent on a déjà gagné et combien il nous en reste. Donc, ils parlent d'actifs nets et combien aussi, en ce moment, il y a d'argent qui entre dans votre vie et combien il y en a qui sort chaque mois. Donc, on parle d'actifs nets et de budget. Mais selon eux, ça ne suffit pas. Vous devez aussi savoir c'est quoi vraiment l'argent et contre quoi vous échangez l'argent dans votre vie. Donc, dans quoi vous dépensez réellement. Pour eux, un résultat tangible d'être intelligent financièrement, c'est de sortir de la dette puis d'avoir au moins 6 mois de dépenses de base en banque, donc vraiment d'avoir un fonds d'urgence de 6 mois. Si vous suivez leur programme, les auteurs disent que ça va vous mener à l'intelligence financière. Donc, ce que je retiens de ce premier concept-là important pour eux, c'est actif net, donc connaître votre actif net, avoir un budget et avoir un fonds d'urgence. Donc, des concepts qu'on a déjà discutés de façon différente, là, avec d'autres mots précédemment dans le podcast. Deuxième concept qu'ils abordent, c'est l'intégrité financière. Donc, ils disent que cette intégrité-là va être atteinte lorsque vous allez apprendre l'impact réel de vos revenus et de vos dépenses, tant sur votre famille immédiate là, que également sur le monde qui vous entoure. Puis, ils parlent même de la planète. Là. Donc, notre intégrité financière peut avoir un impact sur la planète Terre. Donc, en gros, ils disent, c'est savoir qu'est-ce qui est suffisant en termes d'argent et de biens matériels pour vous maintenir au sommet de votre épanouissement personnel là, et pas vous encombrer de trucs qui sont superflus et qui, justement, peuvent influencer votre actif net, mais aussi l'environnement. Donc, si on achète des biens pour rien, on pollue la planète pour aucune raison qui nous apporte du bonheur. Je ne sais pas pourquoi, pour cet épisode-là, j'ai pris mes traces. La plupart de mes traces sont en anglais. On dirait que j'ai pas traduit le livre au fur et à mesure. Donc, je traduis live avec vous. Donc, s'il y a certains mots qui vous semblent bizarres aujourd'hui, c'est parce que mon niveau de traduction laisse à désirer en ce matin. Sinon, troisième concept qui aborde, c'est l'indépendance financière. Donc, pour eux, c'est défini comme ayant un revenu suffisant pour vos besoins de base et vos conforts aussi qui vont provenir d'une autre source que votre travail, que votre emploi rémunéré. Là. Pour eux, l'indépendance financière, c'est une expérience de liberté vraiment au niveau psychologique parce que vous allez être libéré de la culpabilité, de la rancune, de l'envie, de la frustration et du désespoir que vous avez ressenti quand vous aviez des problèmes d'argent. Ils disent cependant que l'indépendance financière n'a rien à voir avec la richesse, c'est plutôt l'expérience d'avoir assez et juste un peu plus de ce qu'on a besoin. En avoir assez, être indépendant financièrement, ça peut être différent de ce que c'est pour votre voisin ou vos amis, mais ça va être un chiffre qui est réel pour vous et qui est à votre portée. Toujours dans la roadmap financière, premier élément de synthèse, les auteurs disent si quelqu'un vous mettait un fusil sur la tempe puis qui disait la phrase « ton argent ou ta vie », qu'est-ce que tu ferais? La plupart des gens remettraient leur portefeuille. Donc, la menace fonctionne parce qu'on valorise nos vies plus que l'argent, mais les auteurs posent la question, est-ce vraiment le cas? Donc, est-ce qu'on est vraiment heureux au travail ou est-ce que la plupart d'entre nous vont se tuer justement à tâche juste pour récolter de l'argent? Ils se posent donc vraiment la question, est-ce qu'on ne se tue pas finalement? Est-ce qu'on ne tue pas notre santé, nos relations, notre sens de la joie, de l'émerveillement pour travailler?
Ils disent qu'on sacrifie finalement nos vies pour l'argent, mais ça se produit tellement lentement qu'on le remarque à peine, qu'on n'a pas la menace là, d'avoir un fusil sur la tempe, mais finalement on le fait quand même à petit feu. Et à la fin, on peut avoir tout le confort et même le luxe qu'on n'aurait pu jamais rêver avoir, mais on va toujours être malheureux, selon les auteurs. Ils disent que le psychothérapeute Douglas Labier a documenté cette maladie sociale-là dans son livre La folie moderne, puis il a constaté que de se concentrer sur l'argent, votre position au travail, votre succès au détriment de votre épanouissement personnel avait conduit 60% de son échantillon de plusieurs centaines de personnes à souffrir de dépression, d'anxiété et d'autres troubles liés au travail, comme le stress qui est omniprésent. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Si la routine quotidienne nous rendait heureux, les irritations puis les inconvénients seraient un petit prix à payer par rapport à ça. Par contre, notre niveau de dette actuel puis notre manque d'épargne rendent la routine de 9 à 5 obligatoire. Donc, ils ont demandé aux gens, les auteurs, dans leur séminaire, de se noter sur une échelle de bonheur de 1, qui était misérable, à 5, qui était joyeux, avec 3, qui était sans complainte, là, donc sans... Je suis bien correct, là, je suis neutre. Et les auteurs ont corrélé les chiffres avec les revenus des personnes qui ont répondu. Dans un échantillon de plus de 1000 personnes qui provenaient des États-Unis et du Canada, le score moyen de bonheur était systématiquement entre 2,6 et 2,8. Donc, on n'est même pas au point neutre, on n'est même pas à 3 sur 5. Et ça, c'était peu importe que le revenu de la personne soit inférieur à 1 000 $ par mois ou supérieur à 4 000 $ par mois. Et les auteurs ont un côté très écologique. Là. Ils disent que si au moins ça, c'est un enfer privé qui appelle, là, ça serait déjà assez tragique qu'en fait, vous soyez malheureux même si vous faites de l'argent. Mais ils disent qu'en plus, c'est pas le cas. Nos modes de vie luxueux puis aisés ont en plus un effet dévastateur sur notre planète parce qu'on a créé une société de consommateurs. Ils disent qu'on s'accroche peut-être à cette opulence-là, là, même si ça ne fonctionne pas pour nous, notre bonheur ou même pour la planète, en raison de la nature même de notre relation avec l'argent. Ils disent qu'on projette sur l'argent notre capacité à réaliser nos fantasmes, apaiser nos peurs, se soulager, soulager notre douleur ou nous envoler vers des sommets qui sont inatteignables. En fait, il dit que la plupart des gens vont satisfaire leurs besoins, leurs désirs et leurs envies grâce à l'argent. On achète tout, on achète même de l'espoir et du bonheur qui est fictif. Là. On ne vit plus la vie, on la consomme. Ils disent qu'on a intégré profondément un droit de consommer. Si on a de l'argent, on peut acheter ce qu'on veut, qu'on en a besoin ou non, qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise même pas, ou même qu'on l'apprécie ou non. Et si on n'a pas d'argent, à quoi servent les cartes de crédit? C'est à ça, justement, atteindre notre bonheur. On a pris notre droit de consommer à cœur et peut-être qu'on l'a même placé au-dessus d'autres droits, privilèges, soit celui d'être libre. En même temps, ils disent quand les publicités, les télévisions, les radios, les journaux, puis là maintenant les réseaux sociaux qui rapportent beaucoup de mauvaises nouvelles, c'est normal qu'on essaye un petit peu de trouver le bonheur dans notre consommation. Donc, transformer cette relation-là qu'on a avec l'argent puis réévaluer nos dépenses, ça pourrait nous permettre à nous et à la planète de se remettre sur la bonne voie. On doit donc apprendre de notre passé, où est allé notre argent depuis 15-20 ans, et déterminer c'est quoi la réalité qu'on a actuellement et se créer une nouvelle relation à l'argent qui est basée sur la réalité qu'on veut atteindre en abandonnant des habitudes de dépenses qui ne sont pas naturelles pour nous. À la fin de cet élément-là, les auteurs abordent le début d'une nouvelle feuille de route là, par rapport à votre argent. Ils disent qu'il y a un mot qui fournit la base pour transformer votre relation à l'argent. C'est un mot qu'on utilise tous les jours, mais qu'on est pratiquement incapable de reconnaître quand il nous regarde en face. Et ils disent que ce mot-là, c'est « assez », donc « enough ». Assez pour survivre, assez de confort et même assez de petits luxes. On a tout ce qu'on a besoin, il n'y a rien de plus qu'on a besoin pour alourdir notre quotidien. Se dire que c'est assez, c'est apprendre à apprécier et profiter pleinement de ce que l'argent apporte déjà dans notre vie et de ne jamais acheter quelque chose qui n'est pas nécessaire ou qui n'est pas désiré. Les 4 prochains points sont combinés pour vous présenter les 9 étapes que je trouvais essentielles et qui sont vraiment bien définies dans le livre. Honnêtement, c'est vraiment, pour moi, c'est parfait comment c'est amené dans le livre, mais en même temps, ça prend du temps. Mais je pense que ce podcast-là, je ne vais pas m'en sortir. Cet épisode-là, il va être pas mal long. Puis ces 9 étapes-là vont vous permettre de vous créer une nouvelle route financière là, selon les auteurs. Donc, je vous ai séparé les 4 derniers éléments de synthèse d'aujourd'hui pour bien représenter ces 9 étapes-là. Donc, l'élément de synthèse numéro 2, ce sont les étapes 1 à 3, passé et présent. Les 9 étapes, selon les auteurs, sont pratiques, simples et remplies de gros bon sens. Et c'est absolument nécessaire que vous les suiviez toutes. Donc, c'est vraiment un cas où l'ensemble,
le tout est plus grand que la somme des parties. Là, donc, vous allez voir les effets une fois que vous allez avoir mis en place ces étapes-là pendant plusieurs mois. Donc, il ne faut pas abandonner après l'étape 2. Donc, l'étape 1, c'est faire la paix avec le passé. Donc, l'objectif de cet exercice-là, de l'étape 1, c'est d'augmenter votre conscience, votre prise de conscience par rapport à l'argent. Cette étape-là sert à vous situer dans le temps et dans l'espace, puis à examiner votre activité de revenus et de dépenses dans le passé. Donc, la partie A de cette étape-là, c'est de voir combien avez-vous gagné dans votre vie. Donc, vous devez découvrir le total des revenus que vous avez faits, la somme de vos revenus bruts, là, du dernier dollar que vous avez gagné depuis votre premier chèque de paye, depuis que vous travaillez, que vous avez 14 ans, mettons. Donc, combien d'argent à peu près, là, on n'a pas tous nos talons de paye depuis qu'on a 14 ans, mais combien d'argent vous avez gagné depuis le début de votre vie? Salut, c'est encore moi, Xavier Courchaine de chez Zéro Frais de Gestion. Je m'adresse aujourd'hui aux investisseurs autonomes. Je m'adresse aux investisseurs en bourse qui ne veulent pas payer le frais de gestion d'un conseiller financier, mais qui ont tout de même besoin, des fois, de l'avis d'un professionnel. Ce que j'offre, c'est des consultations financières et fiscales à la pièce avec un tarif à l'heure de 95 $ plus taxes. Que ce soit pour planifier ta retraite, décaisser des placements, démarrer une entreprise ou tout autre besoin de ce genre, je peux t'aider. Pour me contacter, seulement à utiliser la plateforme de ton choix dans les notes de l'épisode. Flex your business with an American Express Business Gold Card. You'll earn 4 times membership rewards points on your top 2 eligible spending categories, like transit and electronics, each month, on up to $150K in combined purchases per year. Plus, you can now earn 3 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Terms and points cap apply. Learn more at americanexpress.com/business-gold. Amex Business Gold, built for business by American Express. Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 40% off select styles, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. Dans le livre, il propose là, des demandes de relevé de gains, des copies de déclaration de revenus fédérales ou étatiques, des bulletins de paie, dossiers d'employeurs, mais ça, c'est aux États-Unis. Là. Moi, au Canada, je ne sais pas ce que je me suis mis comme note, c'est faites de votre mieux. Là. Donc, pour avoir un historique peut-être de déclaration d'impôts là, sur l'Agence du revenu du Québec puis du Canada, donc faites de votre mieux pour calculer ce montant-là. Pourquoi il faut faire ça? Bien, les auteurs disent que ça donne une image claire de votre capacité à attirer de l'argent dans votre vie. Donc, c'est une étape qui est une pierre angulaire du programme selon eux. Ils disent que chaque étape nécessite d'être précis et responsable. Donc, il faut commencer de manière impeccable cette première étape-là, l'étape A, en fait, de l'étape 1, de bien identifier les revenus que vous avez faits. B, donc, en faisant la paix avec le passé, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'avez-vous à montrer? Donc, il faut découvrir votre valeur nette là, en créant un actif net, là, un bilan, comme je vous présente de temps en temps sur le podcast, pour voir tout ce que vous possédez, vos actifs, et tout ce que vous devez, donc vos passifs, pour voir finalement il vous en reste combien dans les poches à la fin. Le comment faire ça? Bien, dans le livre, là, il présente de long et en large comment, mais ici, je vous simplifie ça. Là, vous pouvez juste vous inspirer du bilan que je présente de temps en temps. Ça revient pas mal à ça. Même si vous pouvez être plus précis, là, vous pourriez diviser ce bilan-là de façon plus précise, mais à voir ce que vous voulez faire. Et les auteurs disent de vous rappeler, il n'y a pas de honte, là, il n'y a pas de blâme. En créant votre bilan, vous allez avoir peut-être plusieurs sentiments, là, émotions qui vont surgir, donc peut-être une certaine tristesse, une nostalgie, de la culpabilité, de la honte, de la colère. Ils disent d'essayer d'adopter une attitude un peu désintéressée et surtout avoir de l'empathie envers vous-même là, pour vraiment faire cette étape-là de la bonne façon, de façon honnête, puis pour qu'elle soit enrichissante pour vous, parce que vous portez peut-être certaines culpabilités là, depuis plusieurs années sur vos dépenses. Donc, lorsqu'on fait un actif net, ben, je veux dire, c'est noir ou blanc. Là. Tu vas le voir comment. Mettons que tu as 40 ans et tu as un actif net de 1 000 $, c'est pas grave, mais ça va te le montrer. Donc là, il faut que tu te poses des questions après ça. L'étape 2, c'est être dans le présent, suivre votre énergie vitale. Les auteurs nous posent la question, quelle est une déclaration toujours vraie que nous pouvons faire à propos de l'argent qui va nous permettre d'être puissants dans notre relation avec lui? Cette déclaration-là, c'est l'argent est quelque chose que nous choisissons d'échanger contre notre énergie vitale.
Donc, pour eux, notre énergie vitale, c'est l'allocation de temps ici là, sur Terre, les heures de vie qu'on a, en fait, dans notre vie. Donc, si tu vis jusqu'à 80 ans, fois 24 heures par journée, fois 365 jours par année, ça te donne X nombre d'heures de vie. Eux, ils appellent ça l'énergie vitale. Lorsque vous allez au travail, bien, vous échangez votre énergie vitale contre de l'argent. Donc, pour eux, l'argent, ça équivaut à votre énergie vitale. Et ça, c'est précieux parce que c'est limité et c'est irrécupérable et parce que vos choix sur la façon dont vous allez utiliser votre énergie vitale expriment le sens et le but que vous donnez à votre temps sur Terre. Donc, la première question qu'ils nous posent, c'est contre quoi échangez-vous votre énergie vitale? Donc, ils disent d'établir le coût réel en temps et en argent nécessaire pour maintenir votre emploi et calculer votre salaire horaire réel. Donc, comment faire ça? Ils disent de déduire de votre revenu hebdomadaire, là, donc de votre revenu à chaque jour, les frais de déplacement pour vous rendre et revenir du travail, le coût des vêtements que vous achetez pour le travail, le coût supplémentaire des repas au travail, le montant dépensé pour vous détendre et relaxer après le stress d'une journée de travail, les maladies liées peut-être à votre travail et toutes les autres dépenses qui sont associées à ce que vous travaillez. C'est ça votre nouveau salaire réel. Donc, si tu gagnes 300 $ par jour puis tu calcules que ça te coûte à peu près 100 $ de travailler chaque jour en resto, en déplacement, en psychologue, je ne sais pas trop, bien finalement, ton salaire réel, c'est 200 $ et là, on n'a même pas parlé d'impôts encore. Ils disent ensuite, ajoutez au nombre d'heures que vous travaillez dans une semaine, toutes les heures passées à vous préparer, les heures pour les trajets aller-retour, les heures passées à vous détendre chez vous après le travail parce que vous êtes stressé ou à faire des loisirs pour vous détendre, les heures passées à aller à magasiner parce que vous vous sentez médiocre dans votre emploi, vous avez le goût de vous rebooster la joie, et toutes les autres heures qui sont associées au maintien de votre emploi, et ils disent que ça, c'est votre nombre d'heures réelles de travail. Ils disent ensuite de diviser votre nouveau salaire réel qu'on a calculé tantôt avec votre nouveau nombre d'heures réelles travaillées, ou plutôt associé à votre travail, et ils disent que ça, c'est votre salaire horaire réel. Donc, si vous gagnez 440 $ par semaine, je suis désolé, là, c'est l'exemple dans le livre en 97, et vous divisez ça par 40 heures de travail, bien, c'est facile de se dire, je gagne avec mon salaire brut, avec mon salaire brut, désolé à ceux qui m'ont écrit que je ne disais pas brut comme il faut, 440 divisé par 40 heures, ça donnait 11 $ de salaire brut de salaire horaire. J'ai de la misère à dire cette phrase-là. Et ils disent qu'en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas aussi simple parce que là, ça, c'est ton salaire brut avant d'avoir calculé toutes tes dépenses monétaires liées à ton travail puis toutes les heures que tu comptes pas dans ton 40 heures, temps de déplacement, et etc., comme on vient de parler. Donc, dans le livre, ils font un exemple à 11$ de l'heure. On est en 97, on se rappelle, avec beaucoup de détails. Là. C'est super intéressant, mais c'est un peu lourd sur le podcast, là, tous ces chiffres-là. Donc, je fais un exemple un peu plus grossier là, ici pour l'épisode. Donc, on va dire que je gagne 100 000 $ net par année en travaillant 40 heures par semaine pendant 48 semaines dans l'année. Donc, ça donne 100 000 $ divisé par 1920 heures. Ça donne environ 52 $ de l'heure. Si finalement je déduis toutes les dépenses liées au travail présentées avant que je viens de vous présenter, là, exemple frais de voiture, stationnement, vêtements, repas, ostéopathe parce que je suis toujours assis, etc., mettons que j'arrive à 85 000 $. Pour les heures, au lieu de 40 heures par semaine, j'arrive, on va dire, à 50 heures par semaine. Donc avec les déplacements et tout ça. Je ne vends donc pas une heure de mon énergie vitale pour 52 $, mais je la vends bien pour 35 $, donc 85 000 divisé par 2400 heures. Faites le calcul dans votre cas et voyez comment au net vos dépenses vous coûtent en énergie vitale. Donc, si vous vendez finalement votre énergie vitale pour 12$ de l'heure, bien finalement, chaque achat de 100$ va vous coûter presque 8 ou 9 heures de vie. Pourquoi faire ces calculs-là? Bien, selon les auteurs, c'est une pratique fondamentale là, pour toute entreprise et ils disent que vous êtes une entreprise. Donc, vous êtes dans le commerce de la vente et de la ressource la plus précieuse qui soit, selon eux, soit votre énergie vitale. Vous feriez donc mieux de savoir combien vous la vendez. Le nombre qui va résulter de cette étape-là, donc votre salaire horaire réel, ça va donner votre ingrédient vital pour transformer votre relation à l'argent. Ensuite, en B, ils nous disent de suivre chaque dollar qui entre ou sort de notre vie. Donc, on est toujours dans suivre votre énergie vitale, là, être dans le présent. Donc, jusqu'à présent, ils disent qu'on a établi là, que l'argent équivaut à de l'énergie vitale et on a appris à calculer combien d'heures d'énergie vitale on échange pour chaque dollar qu'on gagne ou qu'on dépense. Maintenant, ils disent qu'on doit devenir conscient là, du mouvement
d'énergie vitale liée à l'argent à chaque instant de notre vie. Et comment faire ça? Il faut enregistrer précisément nos dépenses quotidiennes et enregistrer tous nos revenus. Donc, en gros, faire un budget. Pourquoi? On le sait, là, c'est la meilleure façon de devenir conscient de la quantité d'argent qui entre et qui sort de notre vie par rapport à penser à ce qui sort ou qui entre. Donc ici, ils disent que notre engagement à clarifier notre relation à l'argent est vraiment mis à rude épreuve. La plupart d'entre nous vont avoir tendance à accorder des largesses, là, de certaines marges de manœuvre, de ne pas nécessairement mettre les vrais chiffres. Mais l'une des clés de succès dans ce programme-là, proposé par les auteurs, c'est vraiment un changement d'attitude qui va passer par une attitude plus rigoureuse, là, exacte et précise par rapport à votre gestion de l'argent. Donc, si vous faites un budget, il faut le faire comme il faut, sinon, il ne sert à rien. Et l'étape 3, il nous pose la question où ça s'en va tout ça, donc il faut faire le décompte mensuel. Et vous voyez, c'est ici que les auteurs nous disent, finalement, inquiétez-vous pas, on ne parle pas de budget. Parce qu'ils disent que les budgets, c'est comme les régimes alimentaires, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'ils traitent les symptômes et non la cause. Donc, la cause de l'excès de poids, ce n'est pas vraiment les calories dans la nourriture, mais c'est les désirs dans notre esprit. Et c'est la même chose avec les finances. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent qui sort, c'est notre relation à l'argent. Pourquoi on dépense? Donc, chaque mois, ce qu'ils disent, c'est plutôt de créer un tableau de tous les revenus et de toutes les dépenses dans des catégories qui sont générées par notre modèle de dépenses. Donc, ils disent de convertir des dollars dépensés dans chaque catégorie en heures d'énergie vitale en utilisant le salaire horaire qu'on a calculé à l'étape 2. Comment faire ça? Avec Excel. Et pourquoi faire ça? Ils disent que ce décompte-là va permettre d'avoir un portrait précis de la façon dont on vit réellement et ça va fournir une base pour le reste du programme. Donc, en gros, c'est pas de faire un budget potentiel pour le futur, c'est vraiment de voir, OK, finalement, combien ça me coûte chacune de mes dépenses en énergie vitale. Et il m'en reste-tu finalement à la fin du mois un petit peu d'énergie. Troisième élément de synthèse, c'est seulement l'étape 4, donc 3 questions à se poser. Une fois que vous avez fait votre décompte mensuel, donc vos revenus et vos dépenses et comment ça va en énergie vitale, ils disent de poser 3 questions pour chacun des totaux dans le fichier Excel qui va être exprimé en heures d'énergie vitale et d'enregistrer nos réponses. Donc, première question, est-ce que j'ai eu du plaisir, de la satisfaction et de la valeur proportionnellement à l'énergie vitale que j'ai dépensée pour ces dépenses-là, cette catégorie de dépenses-là? Est-ce que cette catégorie de dépenses-là d'énergie vitale est conforme à mes valeurs et à mes objectifs de vie? Et troisième question, comment cette catégorie de dépenses-là changerait-elle si je n'avais pas besoin de travailler pour gagner ma vie? À côté de chacune des catégories, ils disent de faire les marques suivantes. Donc, faire un moins, un signe négatif ou une flèche vers le bas. Là, si vous n'avez pas reçu de satisfaction proportionnelle aux heures d'énergie vitale que vous avez dépensées pour une catégorie de dépenses, ou si cette dépense-là n'était pas pleinement conforme à vos valeurs, à vos objectifs. Donc, le moins signifie qu'on veut diminuer peut-être les dépenses associées à cette catégorie-là. Et si c'est l'inverse, que vous pensez que si vous l'augmentez, ça va augmenter encore plus votre plaisir ou ça va être plus aligné avec vos valeurs, vous mettez un plus ou une flèche vers en haut. Si vous mettez un 0 selon les auteurs, ça veut dire que cette catégorie-là est satisfaisante en ce moment. Vous ne voulez pas moins ou plus dépenser dans celle-ci. Bien sûr, il faut être honnête dans les plus, les moins et les zéros qu'on indique. Et pour les auteurs, pourquoi qu'on fait ça? C'est le cœur du programme. Ces questions-là vont clarifier puis intégrer vos revenus, vos dépenses, vos valeurs, vos objectifs de vie, votre sentiment de satisfaction, votre plaisir, votre intégrité, tout ça dans quelques plus ou quelques moins. Ça va vous aider à découvrir c'est quoi qui est suffisant pour vous en vous demandant mois après mois si vous avez réellement obtenu de la satisfaction proportionnellement à l'énergie vitale dépensée pour chaque catégorie de dépenses. Et ça va vous éveiller par rapport à votre relation à l'argent, mais surtout à savoir que c'est quand que c'est assez. Là. C'est quand qu'on a assez pour notre propre bonheur. Donc, le programme des auteurs est basé sur la conscience, la satisfaction puis le choix et pas sur l'établissement d'un budget qu'ils disent privatif. Là. Il faut donc identifier pour vous-même qu'est-ce que vous avez besoin par opposition à ce que vous voulez et quel achat ou type d'achat vous apporte réellement du bonheur. Qu'est-ce qui représente assez pour vous et sur quoi vous voulez dépenser réellement votre argent. Vous allez donc apprendre au fur et à mesure à faire des choix financiers qui sont indépendants de ce que la publicité ou l'industrie ont décidé d'être bon pour vous et pour leur chiffre d'affaires. Vous allez être libéré au fur et à mesure aussi de l'humiliation d'être manipulé pour dépenser votre énergie vitale dans des choses qui vous ont jamais vraiment apporté de la satisfaction. Ils disent que c'est vraiment déjà une forme d'indépendance financière d'être capable de dire simplement non aux dépenses qui sont inconscientes. Celui qui sait
qu'il a assez, selon les auteurs, est déjà riche. Ça nous ramène au concept d'intelligence financière au début de l'épisode qui consiste à savoir si vous dépensez votre énergie vitale pour des choses qui vous procurent juste une satisfaction passagère et qui ne soutiennent pas vos valeurs, ou bien vous dépensez dans des trucs qui vous rendent vraiment heureux. Quatrième élément de synthèse, ce sont les étapes 5 à 7, valorise ton énergie vitale. Donc l'étape 5, c'est rendre l'énergie vitale visible. Ils disent de créer un grand tableau qui représente vos revenus mensuels totaux et vos dépenses mensuelles totales à partir du décompte que vous avez fait à l'étape 4. Ils disent de placer ce tableau-là là où vous allez le voir tous les jours. Comment faire ça? Ils disent de prendre une grande feuille de papier, utiliser des lignes de couleurs différentes pour les dépenses mensuelles et les revenus mensuels, mais honnêtement, je vous dirais de faire plutôt ça sur Excel au besoin. Et au pire, vous affichez votre tableur Excel sur votre frigo. Pourquoi faire ça? Ils disent que faire ça, ça va vous montrer la tendance de votre situation financière, puis ça va vous donner un sentiment de progrès au fil du temps et ça va transformer votre relation avec l'argent. En fait, ça va vous montrer que votre transformation par rapport à l'argent est réelle, là. Elle se passe en ce moment. Vous allez voir votre ligne de dépenses diminuer à mesure que votre satisfaction augmente et le résultat de la diminution instinctive automatique des dépenses dans les catégories que vous avez étiquetées comme étant moins pertinentes pour vous, là. Que vous avez mis un petit symbole moins ou une flèche vers en bas. Donc, ce tableau-là va devenir l'image de votre progression vers votre indépendance financière et vous allez l'utiliser également pour le reste du programme. Donc, en gros, ça va vous fournir de l'inspiration, un stimulus, mais également une douce réprimande si vous déviez de la route qui est prévue. Donc, l'apprentissage à travers tout ça, ce n'est pas nécessairement le premier mois que vous le faites, qui est plutôt une photo, mais plutôt lorsque vous allez tracer les chiffres mois après mois, vous allez voir votre progression et même année après année. Je rappelle que je suggère d'avoir ça là, en version numérique, là, avec consultation dans un délai prévu. Donc, exemple, je fais mon actif net aux 3 mois comme moi je fais. Quand on dit qu'il faut accorder du temps à gérer son argent, là, c'est un exemple frappant. Ça devient payant de l'heure si vous vous accordez 1 heure par mois pour gérer votre actif net. Pour moi, là, ça apporte tellement d'autres bienfaits que c'est super motivant, là. Je suis d'accord avec les auteurs que c'est stimulant de voir soit vos dettes descendre ou votre actif net grimper, puis ça va vous motiver à épargner davantage ou à investir davantage. Since you're new to H&R Block, we'll look at your returns from the last 3 years for any money your last guy might have missed, for free. I could get money back from last year? You could. We'll find any mistakes. Could have really used that 2 years ago when I dated that mistake for 5 months. Don't leave money on the table. Switch to H&R Block and get a free Second Look review. Second Look is included at no additional cost with the purchase of tax preparation. Results vary. All tax situations are different. Fees apply if you have us file an amended return. Étape 6, valorisez votre énergie vitale, minimisez les dépenses. Comment faire ça? Ils disent de se poser les 3 questions de l'étape 4 à chaque mois avec votre décompte mensuel. Donc, de se reposer les questions, est-ce que les dépenses de ce mois-ci m'ont rendu heureux? Est-ce que c'est en lien avec mes valeurs? Est-ce que je changerais ça si j'étais indépendant financièrement, etc. Apprenez ensuite à définir vos vrais besoins, soyez conscient de vos dépenses, maîtrisez les techniques d'achat intelligents. Donc, on a vu notamment avec Pierre McSween là, se poser en ai-je vraiment besoin puis attendre 7 minutes ou 7 jours pour des plus gros achats et rechercher la valeur, la qualité et la durabilité des biens que vous achetez. Pourquoi faire ça? Les auteurs disent que la qualité de vie diminue souvent lorsque le niveau de vie augmente. La richesse qu'on apprécie aujourd'hui, ils disent que c'est le résultat de siècles de frugalité de la plupart des citoyens. La frugalité, ça signifie tout simplement de profiter de ce qu'on a. Si on a 10 robes, mais vous avez toujours l'impression d'avoir rien apporté, vous êtes probablement quelqu'un qui est dépensier ou dépensière. Mais si vous avez 10 robes et que vous les avez portées avec plaisir pendant des années, vous êtes frugal. Le gaspillage, ça ne réside pas dans le nombre de possessions, mais dans l'incapacité à en profiter. Étape 7, valorisez votre énergie vitale, maximisez les revenus. Ils disent de respecter l'énergie vitale qu'on investit dans le travail. L'argent, ce n'est pas tout simplement quelque chose qu'on échange contre votre énergie vitale. Ils disent de l'échanger avec un but et avec une intégrité pour augmenter vos revenus. Il n'y a rien dans votre vie qui soit plus précieux que votre temps. Échangez pas votre temps contre quelque chose qui n'en vaut pas la peine d'un point de vue financier. Comment faire ça? Vous posez la question, est-ce que je gagne ma vie ou est-ce que je la perds? Pourquoi faire ça? Il vous reste un certain nombre d'heures à vivre dans votre vie. Déterminez comment vous voulez passer ces heures-là restantes. Donc, il y a une liste de contrôle qui est proposée par les auteurs lorsqu'on est à cette étape-là. Donc, réfléchissez avant de dépenser.
Faites pas les magasins juste pour vous promener dans les magasins. Vivez selon vos moyens. Prenez soin de ce que vous avez. Usez ce que vous avez jusqu'à la corde. Faites-le vous-même. Donc, pelletez votre entrée vous-même, tondez votre pelouse, faites votre cuisine. Anticipez vos besoins. Recherchez la valeur, la qualité, la durabilité et aussi l'utilité multiple, donc quelque chose qui peut servir à plusieurs choses. Achetez les choses moins chères ou en rabais. Et acheter d'occasion, donc en ligne, sur Marketplace, Kijiji, etc. Enfin, dernier élément de synthèse, étape 8 et 9, le point de basculement. Donc l'étape 8, c'est le point de basculement. Ils disent qu'en accomplissant les étapes 1 à 7, vous allez vous rapprocher de l'indépendance financière. Avec l'étape 8, la possibilité d'atteindre l'indépendance financière s'ouvre à vous. Donc cette étape-là va vous montrer comment vous pourriez peut-être quitter votre travail rémunéré plus tôt que vous l'auriez jamais pensé. Ce que vous devriez commencer à voir rendu là sur votre graphique Excel ou votre fichier Excel ou votre tableau, là, votre papier imprimé sur votre frigo, c'est un écart croissant entre les revenus et les dépenses, puis ça, c'est l'épargne. Avant que vous ayez une pensée d'indépendance financière, une personne normale qui n'est peut-être pas éduquée financièrement pourrait voir ces épargnes-là, ces économies-là, la différence entre revenus et dépenses pour se gâter. Mais lorsqu'on a développé une pensée d'indépendance financière, on voit ces épargnes-là sous un jour différent. On veut amener cet argent-là à générer encore plus d'argent. Donc, on veut que l'argent continue à travailler pour nous et qu'elle produise un revenu aussi sûr que notre travail actuel pour qu'on puisse un jour profiter de revenus qui sont autres que notre revenu de salarié ou d'entrepreneur. Donc, épargner et placer cet argent-là, c'est un investissement. Un investissement, c'est de convertir du capital en une forme de richesse autre que de l'argent liquide avec l'attente de tirer un revenu. Donc, on parle de rendement composé. Donc, l'argent qu'on va recevoir là, de nos investissements, c'est différent de celui qu'on reçoit de notre travail parce qu'il va arriver qu'on travaille ou non. Bon, par la suite, là, il parle de façon de calculer le revenu de retraite, mais ça revient pas mal à la règle là, du 2,7 ou du 4% discuté dans l'épisode 39. Donc, pourquoi investir? On parle du point de basculement. Lorsque vous allez être financièrement indépendant, le revenu mensuel qui est généré par vos investissements va être égal à vos dépenses mensuelles réelles. Donc, vous aurez assez, à ce moment-là, des options pour être indépendant financièrement, arrêter de travailler ou pas, ou continuer, mais vous pouvez, selon les auteurs, assurément célébrer rendu à cette étape-là. Je vous invite à célébrer chaque petit pas aussi à travers les étapes 1 à 7, sinon ça peut être long. Et enfin, l'étape 9, c'est gérer vos finances. Donc, la dernière étape vers l'indépendance financière, c'est devenir compétent en matière d'investissement pour produire des revenus à long terme. Donc, ils disent d'investir le capital que vous générez de manière à fournir un revenu qui est sûr et qui est suffisant pour répondre à vos besoins de base le reste de votre vie. Donc, en gros, l'étape 9, là, quand votre relation à l'argent est changée, vous êtes capable d'épargner. Maintenant, c'est d'apprendre comment bien investir. Donc, de ne pas tomber dans des façons là, de s'enrichir rapidement. Donc, de savoir qu'on s'enrichit à long terme, de ne pas tomber sous la coupe là, de planificateurs financiers ou de conseillers financiers sans scrupules avec des frais de gestion élevés qui ne vous aident pas. Donc, placez ça dans des véhicules d'investissement qui vont vous rapporter des rendements composés à long terme. Les auteurs nous présentent ensuite des critères par rapport à notre capital. Donc, 1, notre capital devrait produire un revenu. 2, une partie de notre capital devrait être absolument sûre, donc sécuritaire. 3, une partie de notre capital devrait être liquide, donc on devrait pouvoir le convertir rapidement en argent pour faire face à des urgences. 4, notre capital ne devrait pas être diminué au moment d'investir par des frais de commission inutiles ou d'autres dépenses comme des frais de transaction. 5, votre revenu de retraite doit être absolument sûr et sécuritaire. 6, votre revenu de retraite ne doit pas fluctuer. Vous devez savoir exactement ça va être quoi votre revenu le mois prochain, l'année prochaine et dans 20 ans dans votre retraite. 7, votre revenu doit vous être payé en argent à intervalles réguliers. 8, votre revenu de retraite ne doit pas être diminué non plus par des frais de gestion, des frais de rachat ou quoi que ce soit. Et 9, l'investissement que vous avez doit produire ce revenu régulier de retraite-là qui est fixe, connu et sans implication ni dépense de votre part. Il ne doit pas nécessiter de la maintenance, de la gestion, quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas dans quelle santé psychologique on va être rendu à la retraite. En lisant tout ça, on dirait que l'idéal, ce serait d'avoir une rente viagère. Il y a moins de variabilité, c'est plus stable et prédictif.
Je pense à ce live, là, mais ça pourrait être intéressant pour moi d'avoir un montant de côté aussi, donc une partie de nos épargnes qui permet de s'acheter une rente viagère si on n'a pas un fonds de pension, là, et une autre partie à côté qui est investie, qui permet peut-être de profiter de rendement encore, de continuer de fructifier, mais qui est également disponible s'il y a un imprévu. Mais si on n'a pas d'imprévu, il continue de fructifier. Par exemple, si tu as 1 million de capital, tu pourras avoir 800 000 qui est utilisé pour t'acheter une rente viagère à vie et 200 000 que tu gardes, qui est placé et que tu retires peut-être X pourcentage parfois pour des urgences ou tu ne retires rien. Comment investir puis comment avoir un revenu de retraite, c'est moins pertinent ici. Ce qui était suggéré dans le livre, c'est moins à jour. Là, en 97, ça dépend de votre situation aussi. Donc, consultez un professionnel pour faire un plan d'investissement et un plan de décaissement si vous êtes plus proche de la retraite. Ou bien, comme je viens de vous dire, pour avoir une rente là, avec un autre montant. Il y a l'épisode 39 aussi là, qui parle du portefeuille 60-40 international et du taux de décaissement de 3,7 % au Canada. Pourquoi investir et s'assurer d'avoir des revenus à la retraite assez tôt? Parce qu'il y a plus dans la vie que de travailler 9 à 5 selon les auteurs. En conclusion, l'épisode est long, puis moi-même, là, si vous êtes rendu ici, moi je suis confus, je suis déjà perdu dans les étapes, donc je fais un petit résumé. L'étape 1, c'est vérifier vos revenus totaux à vie depuis que vous travaillez et faire votre actif net actuel. Étape 2, calculer combien vaut une heure d'énergie vitale, donc calculer votre salaire réel divisé par le nombre d'heures réelles que vous avez besoin pour travailler pour mieux situer qu'est-ce que valent chacune de vos dépenses en termes d'énergie vitale. 3. Établir le décompte mensuel de vos revenus et de vos dépenses. 4. Questionner chacune des dépenses en termes d'énergie vitale et vous demander si ces dépenses-là vous ont apporté réellement du plaisir et si elles correspondent à vos valeurs. Étape 5. Faire un suivi de vos progrès en matière d'épargne et de rendre ce suivi-là visible ou de consulter à intervalles réguliers. Étape 6, couper les dépenses en refaisant l'étape 4 une fois par mois. Étape 7, maximiser les revenus en respectant vos objectifs. Étape 8, investir votre épargne. Et étape 9, gérer ses finances pour un décaissement adéquat lors de votre indépendance financière. C'est un livre que j'ai encore trouvé dans un top 5 nébuleux sur Internet, puis je m'attendais vraiment à rien parce qu'il est assez vieux. J'ai été surpris par sa pertinence. Sans faire les 9 étapes, je pense que je vais quand même faire les étapes de calculer mon prix à l'heure pour mon énergie vitale, combien vaut une heure de mon énergie vitale, et faire une petite révision de mes dépenses là, pour voir où va mon argent. Ça vaut combien l'énergie vitale là, pour chacune de mes catégories de dépenses, et est-ce que ces dépenses-là m'apportent du bonheur? Je vous dis ça, là, mais je me connais. Il y a 40% de chances que je le fasse, mais je vous reviens si je le fais. Bref, même si les exemples sont vieux, là, je suggère ce livre-là pour sa grande pertinence philosophique aussi là, au regard de notre relation à l'argent, mais surtout pour son aspect concret avec 9 étapes qui sont très claires et très bien expliquées dans le livre. C'était difficile de ramener tout ça là, avec l'audio, mais si vous lisez le livre, là, c'est vraiment bien décrit, bien défini chaque étape avec des exemples concrets comment le faire. Le key point, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? L'étape que je retiens particulièrement, c'est l'étape 4, soit de calculer le coût en énergie vitale, donc le réel salaire de l'heure pour chaque dépense, et ainsi me poser des questions pour prioriser ces dépenses-là avec les petites flèches selon mon propre bonheur, mes valeurs et mes objectifs. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Charles K. Langford, écrit en 2006, qui s'intitule « Le chasseur de tendances boursières ». Ce jeudi, je fais l'analyse des positions 7 à 9 sur ma liste de surveillance de septembre 2024, soit 7 Meta Platforms META, 8 Vertex Pharmaceuticals VRTX et 9 Novo Nordisk NVO. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.